Madame la Présidente, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur adjoint, Monsieur le Président de l'Ordre des avocats auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation, Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et Premier Président honoraire de la Cour des comptes, cher Didier Migaud, Madame la Première Présidente honoraire, chère Chantal Arens, chers professeurs, chers étudiants. Tout le plaisir est pour moi, Madame la Directrice, et les remerciements viennent de moi parce que c'est avec une grande joie que j'ai accepté de prononcer cette prestigieuse conférence inaugurale de rentrée de la tout aussi prestigieuse École de droit de la Sorbonne, car nous sommes dans cette pièce, ce grand salon si fameux, si magnifique, et puis devant une audience aussi magnifique aussi. Et c'est toujours pour moi, je l'avoue, un très grand plaisir d'échanger avec des étudiants. Je suis plutôt quand même maintenant sur la fin de ma carrière, mais à travers toutes ces étapes, j'ai eu à cœur de poursuivre des activités d'enseignement, de transmission, et pour une raison simple, parce que les questions, les interventions, la curiosité et parfois aussi les défis que soulèvent les étudiants, c'est quelque chose qui nous fait bouger. Et encore aujourd'hui, j'enseigne, je crains plus l'économie, les sciences politiques ou les questions européennes que le droit, que ce soit à Sciences Po, à Columbia ou au Collège de Bruges. Ces questions, ces interrogations, elles nourrissent nos réflexions et elles apportent toujours un éclairage nouveau sur les transformations de notre société, sur les défis de demain, sur lesquels je vais revenir. Et surtout, pour quelqu'un qui, comme moi, avance en âge, ça permet de rester en contact avec le monde qui est, avec le monde qui vient, et pas seulement avec le monde qui fut. Et en tant que premier président de la Cour des comptes, j'ai toujours fait de ces échanges avec les étudiants une des raisons d'être de ma vie. Et maintenant, avec les citoyens, un objectif à part entière de notre institution, poursuivant ce que mon prédécesseur avait entrepris. J'ai une raison plus personnelle encore d'être touché par cette invitation. En effet, je suis un de vos alumni. J'ai, il y a très longtemps, été étudiant à la Sorbonne, pas à l'école de droit, pardon encore, mais en sciences politiques, c'était ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise, et en philosophie, où j'ai fait un DEA ici, et je conserve de ces années, assez anciennes tout de même, un souvenir de liberté intellectuelle absolue. Loin de moi l'idée de faire preuve de nostalgie devant vous, même si je parle d'un temps que les moins de 60 ans peuvent difficilement connaître, mais je suis ravi de contribuer aujourd'hui à un débat entre ces murs où j'en ai tant suivi. C'est pourquoi je vous adresse, Madame la Présidente, Madame la Directrice, Madame la Doyenne, Monsieur le Directeur adjoint, mes chaleureux remerciements pour votre invitation et pour votre accueil. Je salue tous les membres de la communauté universitaire ici présents, professeurs, chercheurs, doctorants, personnel administratif, parce que vous faites vivre ici une communauté de savoir à la fois très ancienne et très moderne. Elle est très ancienne, parce que l'école de droit de la Sorbonne est bien l'héritière du collège fondé par Robert de Sorbon il y a 800 ans ou à peu près, mais moderne aussi. Alors, je sais que le regroupement de toutes les unités qui forment cet établissement n'a eu lieu qu'en 2014 ou 2015, qu'il permet aujourd'hui de forger, comme avant, des juristes rigoureux au parcours très diversifié, mais si j'ai bien compris, en fait, c'est la suite tout simplement des facultés de droit de la Sorbonne, et surtout, et les chiffres sont éloquents, ceux que vous avez donnés, Madame la Présidente, vous formez des femmes et des hommes qui, demain, sauront répondre aux grands défis que nous aurons à relever collectivement, le retour tragique de la guerre sur le sol européen, les transitions écologiques, technologiques, énergétiques, le numérique, l'éthique à l'heure de l'intelligence artificielle, la lutte contre les inégalités, qui est un sous-jacent collectif à toutes ces questions. Et chacun de ces défis, chacune de ces mutations comporte évidemment des aspects juridiques, et c'est à vous, professeurs, personnel de la faculté de droit, mais demain étudiants, qu'il reviendra de les traiter. C'est donc essentiellement aux étudiants, je dois le dire, que j'ai souhaité m'adresser ce soir. Je sais qu'il y en a près de 18 000, ils sont pas tous là, heureusement, mais je sais combien ceux qui sont présents s'intéressent aux finances publiques dans le cadre de leur parcours en droit des finances publiques, en gestion des collectivités territoriales ou en droit fiscal. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez logique, compte tenu de ma fonction d'aujourd'hui, et même de celle d'hier, puisque avant j'étais commissaire européen chargé des finances et auparavant ministre de l'économie et des finances, j'ai choisi le thème de la situation de nos finances publiques. Thème d'actualité s'il en a, mais qui est aussi l'occasion de traverser tous ces défis, parce qu'on ne peut pas faire de bonnes politiques publiques quand on n'a pas de bonnes finances
publiques. Cette situation, celle de nos finances publiques aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'elle est préoccupante et qu'elle est au cœur de toutes nos préoccupations, de toutes mes préoccupations pour l'avenir. Pourquoi ça? Pour résumer, je dirais qu'on fait face à un effet ciseau qui pourrait se révéler très pernicieux dans un avenir pas si lointain, j'espère pas trop proche, mais je ne sais pas en vérité. Derrière le mur de dette que nous avons déjà bâti et qui est là, que nous continuons à élever année après année et qui ne diminue en rien, qui continue au contraire de s'échafauder avec beaucoup de méthodes, émerge une montagne d'investissements. Investissement qu'il sera indispensable de réaliser pour conserver notre souveraineté et notre capacité à faire société. D'où, évidemment, face à cette concomitance, une préoccupation. Pourquoi d'abord la situation de la dette aujourd'hui me semble-t-elle préoccupante? Parce que, première raison, et ce n'est pas un mystère, le taux d'endettement français est très élevé. Notre dette publique était déjà très importante, trop importante. Il y a quelques années, les crises sanitaires puis énergétiques l'ont propulsée à des niveaux absolument historiques. Elle était de 111,8 points de PIB fin 2022. Elle devrait atteindre 109,7 points de PIB à la fin de l'année 2023. Ce sont les fameux 3 000 milliards, en vérité plutôt 3 050 milliards déjà d'euros. C'est simple, ça nous place déjà parmi les pays les plus endettés de la zone euro. À titre de comparaison, en prenant les estimations européennes, le taux d'endettement moyen de l'Union s'établissait à 84% environ, celui de la zone euro à moins de 95% du PIB au premier trimestre 2023. Nous sommes les 5e dans le classement, si j'ose dire, de l'endettement, après la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Et ces deux derniers pays, le Portugal et l'Espagne, voient leur dette reculer plus vite et plus fort que nous, ce qui fait que d'ici à 2027, nous risquons de nous retrouver sur le podium, si j'ose dire, mais le podium de queue, derrière la Grèce, dont la dette diminue très fortement après sa crise, et l'Italie, qui n'est pas non plus dans une situation extrêmement facile. Il est certain que la politique dite du quoi qu'il en coûte durant la crise sanitaire, qu'est-ce que c'était que le quoi qu'il en coûte? C'est l'idée du recours à la dépense publique pour protéger les ménages et les entreprises. Cette politique était largement justifiée. Mais, il y a un mais, grâce à cette politique, ou au prétexte de cette politique, une sorte de pli nouveau a été pris, le sens de certains critères réalistes a été perdu, on a adopté l'habitude, à mon sens tout à fait pernicieuse, de répondre à un problème par un chèque. Et, dans les discussions budgétaires, le milliard d'euros est devenu une unité de compte banale. On a envie de dire, pour 100 millions, t'as plus rien. Alors que, il fut un temps où on discutait en réalité de chaque dépense publique, de chaque euro. Or, les crises s'enchaînent, les priorités s'accumulent, les dépenses exceptionnelles se pérennisent, le gouvernement devait acter définitivement la fin du quoi qu'il en coûte à la sortie de la pandémie. Sont survenus à ce moment-là la crise des prix d'énergie, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, qui ne sont pas de même nature que la pandémie. Parce que ce sont certes des circonstances particulières, mais à mon sens pas exceptionnelles et pas vitales. La guerre, ça se discute, mais l'inflation, on a déjà connu par le passé. Et tout ça a empêché un retour à la normale du niveau des dépenses publiques. Le coût net des mesures de soutien face à l'inflation énergétique atteint ainsi plus de 22 milliards d'euros en 2023. Par ailleurs, l'inflation, je le disais, a atteint des niveaux que nous n'avions plus connus depuis les chocs pétroliers des années 70 et l'activité économique a ralenti. Ces dépenses exceptionnelles, pour élevées qu'elles soient, n'expliquent pas, loin s'en faut, et à elles seules, le niveau d'endettement de la France. Il est, celui-ci, aussi, sinon principalement, dû à un niveau particulièrement élevé de près de 58% du PIB en 2022, encore 56% en 2023, selon le PLF. Je ne suis pas dogmatique. Idéologiquement, quand je faisais de la politique, je n'appartenais pas à une famille conservatrice. Je n'ai rien contre une dépense publique élevée. Ça traduit d'ailleurs une préférence collective française pour un certain modèle, un modèle social, un modèle de protection dans lequel l'État et les collectivités publiques, que ce soit les collectivités locales ou sociales, sont ce qu'on appelle l'assureur en dernier ressort. Les Français, en vérité, manifestent cette préférence depuis très longtemps.
à telle enseigne que ce taux de dépenses publiques ne cesse d'augmenter. Il fut un temps où un président de la République qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing disait que nous serions socialistes quand nous serions à 40% de dépenses dans le PIB. C'est arrivé pendant son septennat d'ailleurs, mais ça a continué sans arrêt. Et il n'y a pas eu, depuis 1974, une seule année où la France ait voté un budget en équilibre. Tout ça n'est pas si mal, après tout, pourrait-on dire. Oui, c'est bien, on aime la dépense publique, on aime le service public, certains politiques le disent parfois. Il faudrait pour que ça trouve un sens, que la qualité du service public, celle de la dépense publique, soit à la hauteur. Je vais y revenir. Ce n'est pas le cas. Beaucoup de Français sont mécontents du service public et ils n'ont quelques raisons, en réalité, pour manifester ce sentiment. Non seulement le niveau d'endettement atteint des sommets, mais la trajectoire de dette française ne semble pas prête de fléchir aussi rapidement et fortement qu'elle le devrait pour renverser la tendance. Nous continuons à nous endetter. Nous continuons de bâtir ce mur de dette malgré les alertes. La semaine dernière, j'ai été auditionné par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat en tant que président du Haut Conseil des finances publiques. Tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que le Haut Conseil des finances publiques. C'est une institution récente, dont Didier Migaud fut le premier président, que j'avais moi-même porté sur les fonds baptismaux quand j'étais ministre des Finances, et qui est une sorte, comment dire en anglais, de watchdog, c'est-à-dire qu'elle donne des avis sur tous les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale, ou encore de programmation des lois de finances publiques. Et ces avis ont un grand mérite, c'est qu'ils évitent de manière générale que les prévisions qui sont faites par les gouvernements soient aberrantes, comme ce fut le cas dans le passé. On ne peut plus aujourd'hui avoir des prévisions purement politiques. Elles sont discutées par nous. Après, le gouvernement fait ce qu'il veut, bien sûr, mais il y a quand même là une corde de rappel utile. Et donc, j'ai été auditionné en cette qualité sur deux avis rendus au Parlement. L'un sur le projet de loi de programmation de finances publiques qui va être voté incessamment et sous peu, il a été adopté définitivement. L'autre sur le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024. Je me félicite que le Parlement ait délibéré de ce projet de loi de programmation de finances publiques, révisé, parce qu'il y en avait un qui avait été déposé l'an dernier. J'avais maintes fois alerté, au cours de l'année passée, sur les risques financiers et juridiques liés à une absence de loi de programmation. Parce que, en l'absence de loi de programmation, il me semblait qu'il y avait une discontinuité, d'abord dans le processus d'élaboration des lois de finances. Je crois que ça posait un problème également quasi constitutionnel en la matière. Je crois que c'était une encre essentielle pour la gestion publique. Et enfin, il y avait une question européenne qui est que dans les traités, dans nos engagements, figure la nécessité de respecter ce qu'on appelle un objectif de moyen terme, qui n'existe pas en l'absence de loi de programmation de finances publiques. Mais, si je me réjouis que, ça y est, il y ait une loi de programmation de finances publiques, la trajectoire prévue par le gouvernement ne prévoit qu'une réduction homéopathique. Je dis bien homéopathique de la dette publique. Elle diminuerait d'un peu moins de 4 points en 5 ans, pour s'établir à 108 points en 2027. Je vous laisse imaginer, vous qui étudiez le droit et qui connaissez les règles du pacte de stabilité européen, combien d'années il faudra pour passer sous la barre des 60%. Les étudiants le verront. Un certain nombre d'entre nous dans la salle seront fâcheusement keynésiens. Ce sera vraiment le long terme qui se sera installé, et donc on ne peut pas accepter cela. S'agissant du déficit public, le gouvernement envisage le retour à la conformité aux règles européennes. Vous savez que cette règle, c'est la fameuse règle des 3% de déficit, en 2027 seulement, alors que le déficit public prévu s'élève à 4,4 points de PIB en 2024, déficit que nous estimons, pour notre part, fixé de manière optimiste. C'est l'avis du Haut Conseil des finances publiques. J'aimerais souligner que dans un texte que vous connaissez aussi peut-être pour ceux qui étudient ces questions, qu'on appelle le programme de stabilité, que dépose chaque État membre au printemps, aucun de nos principaux partenaires de la zone euro ne prévoyait un retour du déficit sous 3 points de PIB aussi tardif. L'Irlande, la Grèce, mais oui, l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas présentent déjà un déficit inférieur à 3 points de PIB. L'Espagne respectera sans aucun doute ce seuil en 2024. L'Italie en 2025 et la Belgique en 2026. Il ne resterait pour nous accompagner en 2027 que la Slovaquie, qui a voté, comme on sait, hier, de manière extraordinairement pro-européenne. Enfin,
Cette trajectoire apparaît d'autant plus modeste qu'elle repose sur une conjonction d'hypothèses très favorables. Selon le Haut Conseil des finances publiques, la baisse attendue du ratio de dette publique s'appuie, selon le Haut Conseil, sur une prévision de croissance optimiste. Je donne ici les chiffres, pardon, mais le consensus des prévisionnistes en cette rentrée, c'est 0,8 points de PIB pour 2024. La Banque de France, qui est quand même une institution très officielle, qui a quand même le pouls sur la microéconomie partout par son réseau, estime que c'est 0,9. Le gouvernement pense que c'est 1,4. Nous avons estimé que cette croissance prévue était élevée. Il paraît que certains, dans la sphère gouvernementale, trouvent que nous avons été forts. Je trouve qu'il aurait été fort de ne pas le faire, en réalité, de dire que c'était élevé. Le respect, en plus, de cette trajectoire n'est pas garanti par des annonces concrètes. Bref, tout ça n'est pas inatteignable. Nous ne sommes plus dans les prévisions absurdes. On peut y arriver. D'ailleurs, je dois dire que les prévisionnistes se sont non pas trompés l'an dernier, mais qu'ils ont été démentis par la réalité. Parce qu'une prévision, elle doit être jugée au moment où elle est faite, elle n'est pas jugée ex post. Ce serait trop facile. Non, ce qui s'est passé, c'est que la réalité a généré de bonnes surprises. Pas que les prévisionnistes s'étaient trompés. Je dirais que tout ça fait que la crédibilité de la trajectoire actuelle peut être discutée et que l'endettement pourrait être encore plus élevé que les prévisions du gouvernement. Dans un tel contexte, force est de constater que ce mur de dette emporte des conséquences très concrètes. Et ça, je veux vous les faire toucher du doigt. Pour l'avenir du pays, représente un risque à plusieurs égards. En premier lieu, il devient de plus en plus coûteux de s'endetter. Nous avons vécu pendant 10 ans, j'en parlais ce matin avec le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui était à la Cour des comptes, une période exceptionnelle qui a été une parenthèse, en fait, durant laquelle plus on s'endettait, moins on payait. Mais si on regarde sur une très longue période, la logique n'est pas d'avoir des taux d'intérêt très faibles ou des taux d'intérêt négatifs. Ça a été un moment exceptionnel. C'était non pas le quoi qu'il en coûte, mais le whatever it takes de Mario Draghi. On revient à la réalité, qui est que les taux d'intérêt sont en général positifs. Il y a eu pendant cette période une illusion qui était que, voilà, on pouvait s'endetter ad libitum car on payait de moins en moins. Il faut maintenant sortir de ça, car la situation est bien différente. L'augmentation de la charge de la dette. Et finalement, s'il y avait qu'un chiffre à retenir, c'est celui-là. La charge de la dette, c'est le montant total que l'État dépense dans le paiement des intérêts chaque année. Elle est spectaculaire, cette hausse. La Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs de 450 points de base depuis le début de l'année 2022. En conséquence, le montant du service de la dette pour l'ensemble des administrations publiques a déjà plus que doublé, presque doublé, depuis 2021. Il était à 31 milliards d'euros en 2021, 47 milliards en 2023, il sera à 57 milliards en 2024, et il devrait être, prévision du gouvernement, c'est pas un chiffre que le Haut Conseil invente, à 84 milliards en 2024. Pour vous situer les choses, ça veut dire que dès l'année prochaine, la charge de la dette sera plus élevée que le deuxième budget de l'État, la défense nationale. Et ça veut dire que pour la première fois de notre histoire, en 2027, la charge de la dette sera plus élevée que le premier budget de l'État, le budget de l'éducation nationale. Et là, je m'interdis totalement de faire de la politique dans la fonction qui est la mienne, mais j'ai un souvenir quand même. On ne peut pas effacer le passé. J'ai été ministre des Finances en 2013-2014, pendant une période de crise, alors que la croissance était extrêmement faible et que le service de la dette atteignait déjà 57 milliards d'euros. C'était le deuxième budget. On ne peut rien faire quand on est dans cette situation. Comment voulez-vous financer quoi que ce soit de nouveau quand vous devez chaque année rembourser 84 milliards d'euros de dette? La dette publique, c'est la dépense publique la plus stupide qui soit. Chaque euro que vous y consacrez est un euro que vous ne consacrez pas à quelque chose qui soit utile pour nos concitoyens. La sécurité, la justice, la recherche, l'écologie. Chacun peut avoir sa préférence politique. Chacun peut estimer les urgences. Aucune ne devient atteignable dans ces conditions. La Cour des comptes et le Haut Conseil, n'est-ce pas, cher Didier, alertent depuis longtemps sur ce risque de l'endettement. Mais aujourd'hui, c'est plus un risque, c'est un fait. La dette est là. La charge de la dette a cru considérablement. Et comment, dans ces conditions, financer les investissements incontournables pour le futur, à commencer par la transition écologique? Je vous le dis, à long terme, c'est impossible, parce que la dette finit toujours par paralyser et engorger l'action publique. En second lieu,
Comme vous le savez sûrement, on en reparlera peut-être, la Commission européenne a annoncé que la clause dérogatoire générale au pacte de stabilité, activée en 2020, ça veut dire en gros que les règles ont été suspendues à l'occasion de la crise Covid, devaient être désactivées à la fin de l'année 2023. Ça veut dire en clair que les règles devraient reprendre début 2024. Et la Commission européenne, mon successeur en l'occurrence, Paolo Gentiloni, puisque j'étais commissaire en charge de l'économie, des finances, des douanes et de la fiscalité, la Commission européenne a annoncé qu'elle ouvrirait des procédures pour déficit excessif pouvant conduire jusqu'à des sanctions dès le printemps 2024. Or, notre déficit public demeure toujours supérieur à la limite de 3 points de PIB, ce qui en soi n'est pas très grave. Je veux dire par là que s'il y avait des engagements crédibles pour la suite, bon, ça se défend. Enfin, c'est pas très grave. Disons, ça se défend comme dossier. Mais nos efforts de réduction de la dette et du déficit sont, eux, très lents. Le dossier devient un tout petit peu plus compliqué pour les avocats de la France. Ça nous fragilise. En troisième lieu, et c'est un risque ultime que je veux juste évoquer, nous pourrions être à un moment donné confrontés à des tensions sur le financement, c'est-à-dire avoir des difficultés à emprunter. Nous ne sommes pas là. La France se finance sans difficulté aujourd'hui, mais regardons ce qui s'est passé sur un voisin qui n'est plus dans l'Union européenne, la Grande-Bretagne. La tension sur la dette britannique, il y a un an, nous montre qu'aucun État n'est à l'abri de ce risque. Aucun. Le too big to fail, c'est un rêve quand on parle de dette. Si nous devions en arriver là, et j'espère que ce ne sera pas le cas, ça reviendrait en un sens à abandonner notre capacité à décider pour nous-mêmes. En droit, je crois que ça s'appelle la souveraineté. Lorsque les marchés, et si les marchés deviennent réticents à acheter votre dette, il n'y a pas en général d'autre choix que d'augmenter brutalement les impôts, ou bien de couper tout aussi brutalement les dépenses, ce qui fait s'effondrer la croissance. Je répète que nous n'en sommes pas là. Je ne suis pas comme un ancien Premier ministre qui voyait la France en faillite alors que sa situation était bien meilleure qu'aujourd'hui. La dette française est soutenable. Notre pays inspire confiance. Mais il ne faut pas attendre que ce risque-là apparaisse pour agir, car à ce moment-là, bien sûr, il est trop tard. Donc, mot d'ordre qui est le mien, celui de la Cour, celui du Haut Conseil, la vigilance s'impose. Ça fait maintenant 20 ans que nous résistons à une multiplication de crises de toutes sortes. Et il faut le dire, les économies européennes ont fait preuve d'une capacité de résilience tout à fait insoupçonnée. Pour autant, je crois que la situation a maintenant changé. L'enjeu le plus saillant aujourd'hui ne réside pas dans le court terme, dans la réponse par à coup à des crises imprévisibles. Notre priorité doit être de dégager des marges de manœuvre pour financer les investissements massifs, et eux tout à fait prévisibles, nécessaires aux grandes transitions écologiques, technologiques, celles du savoir, que notre époque exige. Dans cette perspective, je le dis, notre niveau de dette est incontestablement un lourd handicap. Vous l'avez compris, je le martèle peut-être un peu lourdement, je m'en excuse, mais je persiste et signe. Le désendettement n'est pas une option aujourd'hui, c'est une ardente obligation. Je le dis aux parlementaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, que personne n'imagine qu'on peut mener une politique publique quelle qu'elle soit avec un tel niveau de dette. Non, ça n'est pas le cas. Chaque euro que nous dépensons pour la dette est un euro inutile. Nous avons, et j'en viens à la deuxième partie de ce que je comptais vous dire, deux cimes qui se font face. Il y a d'un côté le mur de dette, j'en ai parlé longtemps, mais il y a de l'autre une montagne d'investissement, et si je veux résumer, il faut faire diminuer la montagne pour faire grandir le mur. Autrement dit, il faut faire passer de l'effet ciseau à des vases communicants. En tant que premier président de la Cour des comptes, et contrairement à des idées reçues, je ne préconise pas, et la Cour des comptes ne préconise pas, la réduction des dépenses publiques à tout prix. Nous sommes au contraire les premiers à relever un besoin d'investissement inédit, notamment dans les services publics essentiels. Par exemple, et je réponds à ce que disait la présidente tout à l'heure, notre système de recherche et d'innovation, il est encore performant, mais incontestablement notre effort est très insuffisant à moyen terme si nous voulons demeurer dans la compétition mondiale. Nous sommes encore là, mais disons quand même, nous sommes en train de décrocher lentement. Or, les évolutions, par exemple dans le numérique et l'intelligence artificielle, font de ces domaines des secteurs clés. Au-delà, notre pays doit absolument financer ses investissements dans la transition écologique. Pardon de le dire, mais il me semble que c'est la priorité absolue par-dessus toutes les autres. Le rapport publié, maintenant fameux, par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz au printemps dernier,
que j'invite chacun et chacune ici à lire, fait une synthèse salutaire des estimations d'investissement nécessaires à la transition. Il chiffre à 34 milliards d'euros par an les besoins d'investissement public, et je parle uniquement des investissements publics, il y a autant pour le privé, d'ici 2030 pour la transition climatique. Et il n'intègre pas d'ailleurs la protection de la biodiversité, la lutte contre les pollutions ou le développement de l'économie circulaire. Cette dépense-là, j'en suis convaincu, nous ne pouvons pas ne pas la faire. Nous n'avons pas le droit de nous y dérober. Nous devons penser au monde que nous laissons à nos enfants. Combien de canicules cet été? Regardez le temps qu'il fait aujourd'hui. Qui peut penser que nous sommes le 2 octobre? Le mois de septembre a été le mois le plus chaud en France de l'histoire. Pas un peu. 3,5 degrés de plus que la moyenne. Peut-on vivre demain dans des villes où il fait 40 ou 50 degrés? La transition énergétique, la rénovation thermique, la protection de la biodiversité. Voilà autant de besoins d'investissement colossaux dans les années à venir. On parle aujourd'hui de rouvrir des mines en France. Quels investissements? Quel prix si nous sommes déjà trop endettés? Malgré tous nos efforts déjà faits pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, pour atténuer le réchauffement climatique, les effets sont déjà là. On doit en parallèle nous adapter. Or, le coût de l'adaptation au changement climatique est très difficile à évaluer, car il dépend de la trajectoire du réchauffement et des choix de politique publique qui sont effectués. Si on prend l'hypothèse d'un réchauffement supérieur, même à 2 degrés, ce coût pourrait être massif. Afin de mieux mettre en lumière ce phénomène, la Cour a choisi d'ailleurs de réserver son rapport public annuel, qui est désormais thématique, en 2024, à cet enjeu de l'adaptation, et on commencera demain, au comité du rapport public et des programmes, à examiner ces chapitres. Ce qui est certain, et ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer, c'est que l'adaptation de nos infrastructures, de nos modes de transport, plus globalement de nos politiques publiques, nécessitera à terme des investissements supplémentaires importants, non négociables. Enfin, certains besoins sociaux ne sont pas financés. Je pense en premier lieu à la dépendance et aux EHPAD. Par exemple, la Cour des comptes a écrit qu'il manquait à ceux-ci 1 à 2 milliards par an. Et là encore, il faut impérativement trouver les ressources pour réaliser les investissements dans l'avenir. Voyez donc, montagne de dettes, mur d'investissement, comment faire en sorte de financer les investissements quand nous sommes très endettés, c'est la problématique. Quelles solutions s'offrent à nous pour concilier ces deux réalités? Il n'y a pas d'instrument magique, de silver bullet, comme on dit en anglais. Selon le débat économique, il y a 3 leviers qui sont disponibles. D'abord, il y a la croissance. Son mérite, c'est de générer des recettes pour l'État. Ça a été le cas en 2021, 2022, sans doute encore en 2023. Des bonnes surprises. Mais nous ne sommes pas dans une situation qui permette d'attendre des miracles dans les années qui viennent. Toutes les études disent que ça va se ralentir dès 2024. L'environnement économique mondial est quand même peu porteur. La croissance publique mondiale ralentit, que ce soit aux États-Unis, en Chine, où la nouvelle stratégie post-Covid a quand même fait le long feu. Et les économies de la zone euro traversent elles aussi un net ralentissement. Pensez, tout le monde aime à se gausser de l'Allemagne, nouvel homme malade de l'Europe. J'espère que non, parce que c'est quand même notre principal partenaire et c'est le principal moteur économique de la zone euro. Et tout ça dans un contexte d'incertitude très fort au niveau mondial. Essayons donc d'avoir la croissance la plus élevée possible, mais ne misons pas entièrement dessus. Ne jouons pas notre avenir sur un pari. J'espère qu'elle sera forte, personne ne peut en être certain. Deuxième levier, c'est la fiscalité, autrement dit, la hausse des impôts. Il y a 10 ans, quand j'étais ministre des Finances, j'avais prononcé une phrase, je ne dirais pas fameuse, mais qui m'est restée fameuse pour moi, qui ne m'avait pas valu que des amis, notamment dans la famille politique à laquelle j'appartenais à l'époque, aujourd'hui impartial et indépendant forcément. J'avais dit que je sentais un ras-le-bol fiscal. Ah ben, je vais vous dire, ça fait 10 ans et je signe 1000 fois. Quand vous avez 45,4% de prélèvements obligatoires, il n'est pas raisonnable de proposer de nouvelles hausses d'impôts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer sur la fiscalité. Étudiants de finances publiques, vous le savez, et professeurs aussi. Naturellement, la fiscalité est utile pour la location et pour la redistribution. Oui, mais dans un contexte de stabilité. Ce qui veut dire qu'on peut augmenter certains impôts, mais à ce moment-là, il faut en baisser d'autres. Le niveau de prélèvement doit rester stable. Au-delà,
ce qui est en cause, c'est le consentement même à l'impôt qui risque d'être mis en péril. Vous connaissez les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont au fondement de cette notion du consentement à l'impôt et de consentement tout court. La contrepartie de ces articles, leur garant, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui qui fonde la Cour des comptes, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est notre rôle, contrôler la bonne utilisation des deniers publics et éclairer le citoyen sur l'efficacité et l'efficience des politiques publiques. Donc, on ne peut pas faire en réalité la croissance, oui, mais soyons prudents, la fiscalité, levier faible. Et j'en viens donc au troisième levier, c'est celui qu'on n'utilise pas en France. C'est la maîtrise de la dépense publique, qui atteint, je l'ai dit, 56% en 2023. Nous avons beaucoup de mal à débattre de cette solution dans notre pays. Le contexte est toujours très idéologique, très tendu, très catégoriel. Or, dans le contexte que j'évoquais, seules les économies structurelles et pérennes nous permettront de dégager les marges de manœuvre pour financer les investissements d'avenir. Je vais vous faire une confidence pour une fois politique. Je ne vanterai jamais l'austérité. L'austérité, c'est une politique qui appauvrit l'État, qui déçoit le citoyen. Elle n'a pas ma préférence. C'est la technique du rabot. C'est faire des économies sans discernement, sans revue de dépenses précise, sans savoir où on va. C'est vouloir faire pareil avec moins. Ça peut marcher à court terme. Les gouvernements, certains, bricolent avec ça sur 1 an ou sur 2 ans. Mais c'est pas tenable dans la durée parce que ce n'est pas intelligent. J'ai une longue expérience de la chose publique. Je crois à l'action publique. Je crois à la volonté politique. Et je suis convaincu que le volant d'économie qu'annonce le gouvernement, quelques 12 milliards d'euros pérennes par an, qu'il prévoit sans les documenter de manière précise à l'heure actuelle, n'est pas impossible à réaliser. D'autres pays l'ont fait avant nous. Et ils l'ont fait même en agissant beaucoup plus. L'objectif à atteindre, ce n'est pas une moindre dépense à tout prix, quelle que soit la politique publique concernée, non, c'est une dépense publique de meilleure qualité. Et j'insiste sur cette notion de qualité de la dépense publique. C'est d'autant plus nécessaire qu'il existe dans notre pays ce que j'appellerais un paradoxe très français, qui est que plus la dépense augmente, plus la satisfaction dans le service public diminue. Est-ce que vous mesurez qu'un Français d'aujourd'hui reçoit 28% de dépenses publiques de plus, je parle en volume, qu'un Français en 2000. Ça ne cesse de croître. Si les 56% de dépenses publiques que j'évoquais menaient à un taux de satisfaction très élevé des Français, on serait dans ce que je vous disais, une préférence collective assumée et heureuse. Ça n'est pas le cas. Certains services publics fonctionnent moins bien qu'ils le devraient. L'hôpital, où il faut faire des investissements, mais il y a aussi certaines économies qui sont possibles. L'éducation nationale. L'éducation nationale, nous sommes, paraît-il, très fiers de notre système. Et en réalité, oui. Mais tout de même, observons que dans les classements dits PISA, nous ne cessons de reculer. Le logement. Il y a une crise terrible dans le logement, mais c'est une dépense publique sur laquelle nous dépensons 2 fois plus que nos voisins et qui ne remplit aucun de ses objectifs. On ne construit pas, et il n'y a pas de rotation dans le logement social. Donc tout ça, pardonnez-moi de le dire un peu brutalement, est à revoir. Ce sont des sujets dans ma fonction, dont je parle avec le président de la République, avec le ministre des Finances, dont j'entretiens le Parlement, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale. C'est mon rôle, c'est le rôle du Premier président. Il faut réformer nos politiques publiques. Ou alors, nous risquons d'être forcés de réaliser des coupes budgétaires, celles-ci brutales et massives, dans les pires conditions, et nous serions enchaînés. Nous vivons dans un pays qui est privilégié, un pays de cocagne, un des plus beaux du monde, avec de merveilleux atouts. La société française est en ébullition de son côté, elle est archipélisée, elle est frustrée. Est-ce que c'est à l'excès? Il y a aussi des raisons pour cela. Je crois que nous devons modifier nos comportements collectifs à l'égard de la dépense. Nous devons accepter de revoir les dépenses qui ne sont pas efficaces. Et nous devons accepter aussi, non pas accepter, vouloir opérer différemment quand c'est possible. Vous avez peut-être entendu parler de la volonté du gouvernement d'engager ce qu'on appelle des revues de dépenses publiques. Qu'est-ce que c'est qu'une revue de dépenses publiques? C'est de prendre une politique publique et c'est de procéder à l'analyse de l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques, l'une après l'autre, en cherchant des gisements d'amélioration et de diminution. On a commencé à le faire. Je pense que la démarche que le gouvernement a choisie est la bonne, mais qu'elle doit être considérablement élargie et même généralisée.
C'est une première étape indispensable sur le chemin de la maîtrise des finances publiques, mais ça devrait vraiment conduire, pour être efficace, à de meilleures politiques publiques, et nous n'y sommes pas. La Cour des comptes a pris sa part dans cet exercice de revue de dépenses, puisqu'elle a réalisé, à ma demande, 9 notes thématiques sur des politiques comme l'éducation, l'apprentissage, les dépenses fiscales, les aides aux entreprises, les aides au logement, et nous faisons des propositions pour que tout cela soit plus juste, mais oui, plus performant et moins cher. Un quatrième et dernier levier, j'en ai cité 3, mais les mousquetaires qui vont par 3 sont toujours 4, pour concilier dette et investissement, c'est la mise en cohérence de notre fiscalité avec les enjeux contemporains et d'avenir de nos sociétés. C'est une déclinaison en quelque sorte du deuxième moyen que j'évoquais. Je crois que autant on ne peut pas trop toucher au niveau de prélèvement obligatoire, la stabilité fiscale, autant il faut rationaliser notre fiscalité en termes de dépenses comme de prélèvements et l'aligner avec la transition écologique. S'agissant des prélèvements obligatoires, je trouve qu'on a trop vite évacué le débat fiscal qui est né lors du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Le rapport propose non pas un ISF vert, on lui a attribué cette dénomination en fait pour le disqualifier, sachant que l'ISF était devenu un tabou dans notre société, à tort ou à raison. Non, ce qu'il propose, c'est une contribution exceptionnelle et temporaire des plus aisés sur quelques années. Et je pense que sur ce sujet-là, il faut réfléchir sans totem ni tabou et lancer un véritable débat de société. Plus généralement, il me semble absolument nécessaire de concevoir une programmation pluriannuelle de la transition écologique. Vous savez qu'on a parlé d'une planification. Je ne vois pas de planification qui tienne sans programmation financière qui aille avec elle pour définir une trajectoire crédible qui pourra faire l'objet d'évaluation. Voilà, j'ai déjà été long, trop long sans doute, pardon. Vous aurez compris, chers amis, les défis pour nos finances publiques, ils sont nombreux, complexes. Si j'ai été long, c'est parce que j'ai voulu montrer comment ils irriguaient l'ensemble des politiques publiques qui ne sont pas insurmontables. Ils supposent des évolutions juridiques majeures, au niveau français comme au niveau européen. Je terminerai en formulant un vœu. Celui que vous mettiez vos talents, là je me tourne vers les étudiants, à profit pour relever ces défis, chacun à votre échelle. Dès aujourd'hui, il vous revient de faire usage de ce bagage de connaissances que vous possédez, de compétences que les études vous transmettent pour construire le monde de demain. Vous le ferez peut-être, un petit peu de publicité en rejoignant le corps des magistrats financiers. Vous savez, mais c'est un autre sujet, que il y a une vaste réforme de la haute fonction publique qui multiplie les voies d'accès maintenant aux différents corps de l'État, en tout cas au Conseil d'État, à la Cour des comptes, pour les corps que je connais mieux que d'autres. Mais si vous souhaitez nous rejoindre dans ces professions, dans d'autres, je m'en réjouirai, car l'État a plus que jamais besoin de vos compétences. Il y a une attractivité forte du service public et honnêtement, il le mérite. Merci pour votre écoute. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous des années d'études riches et passionnantes qui, j'en suis sûr, vous mèneront vers une vie professionnelle épanouissante, puisque vous êtes ici à la Sorbonne. Merci infiniment, Monsieur le Premier Président, pour nous avoir livré vos réflexions et vos analyses de notre situation. Nous quitterons tout à l'heure ce lieu en étant un peu plus riche, à défaut de l'être financièrement, au moins intellectuellement. Alors, comme vous le savez, les étudiants de master de droit des finances publiques ont préparé à votre attention un certain nombre de questions. Peut-être aussi que dans la salle, mes collègues ou les personnes, nos invités, auront des questions à vous poser. Je crois qu'il y a un micro qui doit circuler. Oui, le micro. Ah, il est là, merci. Je vous en prie, levez-vous et vous pouvez poser votre question, oui. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président. La première question qu'on vous a préparée, les étudiants et anciens étudiants du Master droit des finances publiques, c'est où en sommes-nous de la mise en œuvre du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics qui a été défini par l'ordonnance du 23 mars 2022 et qui est marqué par l'unification des responsabilités des ordonnateurs et des comptables, ainsi que par le recentrage
de la compétence juridictionnelle à la Cour des comptes et l'exercice dorénavant des compétences non juridictionnelles par les chambres régionales et territoriales des comptes. Merci. Merci à vous. Il fallait bien qu'il y ait une question juridique tout de même, donc je vais m'efforcer d'y répondre. En effet, il existe depuis le 1er janvier 2023 un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics qui est, je crois, une réforme historique. Le mot n'est pas trop galvaudé parce qu'en vérité, le régime antérieur existait depuis des siècles. Vous savez que la Cour des comptes a été créée par Napoléon en 1807. D'abord, il y avait la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, en vigueur depuis 1822. Cette responsabilité était inspirée par le contentieux civil. Elle sanctionnait les manquements dans le contrôle des dépenses et des recettes, dont les comptables sont ceux qui effectuent la dépense, étaient reconnus responsables. Ils étaient responsables devant la Cour des comptes. Et puis plus tard, quand les chambres régionales des comptes sont arrivées, devant les chambres régionales des comptes. Donc il y avait une activité juridictionnelle dans toutes les chambres régionales des comptes et dans toutes les chambres de la Cour des comptes. Deuxièmement, il y avait la responsabilité devant une cour particulière qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Cour de discipline budgétaire et financière, que présidait le premier président de la Cour des comptes, des dirigeants et des agents des organismes contrôlés par la Cour des comptes et les CRC, les chambres régionales des comptes, ce qu'on appelait les ordonnateurs, ceux qui, en gros, décident de la dépense, pas les politiques, pas les ministres, pas les élus encore, qui avaient un certain nombre de voix qui permettaient tout de même de les faire rentrer dans la responsabilité. La CDBF pouvait sanctionner par des amendes les infractions financières spécifiques prévues par le Code des juridictions financières. Ce régime, disons-le, était devenu inadapté, il était à bout de souffle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il était très complexe, parce que la distinction entre ordonnateur et comptable, et en tout cas leur responsabilité, était aussi devenue assez peu lisible, parce qu'il y avait l'existence de ce qu'on appelle une remise gracieuse ministérielle qui conduisait à une irresponsabilité de fait de la plupart des comptables publics. Je n'ose pas dire combien de centaines de milliers d'euros rapportait ce régime. En réalité, peu. Je parle en centaines de milliers, pas en millions d'euros. De surcroît, il y avait une sorte d'attrition de ce droit. Le nombre de réquisitoires notifiés par la Cour et les chambres régionales ne baissait beaucoup depuis 2010. Et le régime de responsabilité des ordonnateurs, malgré la vigueur que Didier Migaud puis moi, nous avons essayé d'impulser à la Cour de discipline budgétaire avec les procureurs généraux qui sont auprès de la Cour, était encore insuffisant. Mais les ordonnateurs n'étaient condamnés qu'à des sanctions inadaptées et peu importantes devant la CDBF. Situation qui n'était pas très tenable, qui était très critiquée en vérité, à tel point que, à un moment donné, un rapport a été demandé à un inspecteur des finances qui avait carrément proposé de supprimer la distinction entre les ordonnateurs et les comptables, de supprimer la nature juridictionnelle de la Cour, et finalement, tout ça était une sorte d'empêchement de manager en rond. J'ai repris, quand je suis arrivé à la première présidence suivant Didier, un projet qui avait déjà été formulé par notre prédécesseur, Philippe Seguin, dans les années 2000, qui n'avait pas pu faire aller jusqu'à son terme, qui consistait à créer un régime de responsabilité unique des gestionnaires publics, à la fois ordonnateurs et comptables. Et, pour le dire en gros, il y a maintenant des fautes prévues par la loi. Il faudra quand même que la jurisprudence les élargisse un peu. Il y a des sanctions réelles. Le régime actuel n'est plus rémissible ni assuré, donc les sanctions seront vraiment opérationnelles et réelles. Et désormais, ni les chambres régionales des comptes, ni les chambres thématiques de la Cour des comptes ne jugent. Il n'y a plus qu'un seul juge, qui est la Cour des comptes elle-même, au sein de laquelle a été créée une chambre du contentieux, comme il en existe une au Conseil d'État, constituée de nos meilleurs juristes, pour le coup. Et je pense que l'amélioration de la qualité de la jurisprudence sera indéniable, parce que sinon il y avait beaucoup d'hétérogénéité dans ces jugements. De surcroît, est créée une instance d'appel qui n'existait pas auparavant, une cour d'appel financière, que je préside comme premier président de la Cour des comptes, qui est composée un peu à l'image de la CDBF, c'est-à-dire avec 4 membres du Conseil d'État, 4 membres de la Cour des comptes, plus 2 personnalités qualifiées, mais qui n'est pas du tout la CDBF, puisque c'est un appel par rapport à des décisions qui sont prises par la Chambre du contentieux. Enfin, il appert que le Conseil d'État est, comme il était auparavant, notre juge de cassation, donc c'est un ordre juridictionnel complet qui vient d'être créé. Tout ça est maintenant en place. La Chambre du contentieux travaille
La Cour d'appel a été installée le 18 juillet et nous attendons, elle va d'ailleurs bientôt examiner son premier appel. Il est évidemment trop tôt pour faire le bilan de tout ça, mais je dirais que l'édifice me paraît, pour le coup, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus prometteur. Je reviendrai peut-être à une autre occasion pour vous dire comment ça va marcher. Je suis optimiste, raisonnablement, parce que il y a quand même une chose importante, c'est que la plupart, en réalité, des fautes qu'on observe sont faites au niveau local. Et il ne faudrait pas que les chambres régionales des comptes se désintéressent de cela dans leur contrôle désormais organique ou budgétaire. Il faut qu'elles continuent à nous faire remonter des infractions. Et si ce n'est pas le cas, si la chaîne n'est pas alimentée, alors à ce moment-là, ce contentieux risque lui aussi d'être frappé d'attrition. Donc c'est une question de mobilisation collective à laquelle je m'emploie, car le Premier président de la Cour des comptes est à la tête d'un ensemble en réalité. Il est Premier président de la Cour des comptes, mais il pilote aussi d'un peu plus loin, parce que les chambres régionales des comptes sont présidées par des présidents indépendants, mais nommés par le Premier président de la Cour des comptes, un ensemble qui les regroupe toutes, et il faut faire en sorte de garder la cohérence entre la Cour et les chambres régionales des comptes. C'est pour ça que nous parlons le plus souvent des juridictions financières maintenant, car en réalité, dans un contexte où gestion locale et nationale sont assez imbriquées, il est aussi logique que le contrôle le soit. D'ailleurs, il y a une intégration fonctionnelle de plus en plus grande entre les unes et les autres. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bonjour Monsieur le Président, merci pour votre réponse. La seconde question est la suivante. Conformément à sa mission constitutionnelle d'information du citoyen selon l'article 47-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et au regard de la mise en avant du citoyen dans le cadre du programme JF25, quel devrait être le rôle des juridictions financières pour faire de la démocratie financière, c'est-à-dire la participation du plus grand nombre à la prise de décision financière, qu'il s'agisse de l'établissement du droit financier ou de la conduite de la politique financière, une réalité en France? Merci. Alors, c'est une question qui me tient à cœur parce que quand on fait un nouveau projet stratégique, et je l'ai lancé quand je suis arrivé à la première présidence en juin 2020, il faut avoir une idée directrice. Et mon idée directrice, c'était que la Cour des comptes et les juridictions financières devaient être plus encore qu'avant la Maison des citoyens. Elles le sont depuis longtemps, en fait, parce que je citais l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est bien ça, au fond. C'est rendre compte. Rendre compte. Et c'est notre mission initiale. De surcroît, et ça s'est beaucoup développé dans les dernières années, Didier Migaud et Philippe Séguin ont lancé l'affaire, puisque, en effet, maintenant, la Cour des comptes est dans la Constitution, son article 47.2. Ça n'est pas vieux, puisque ça date seulement de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Alors, qu'est-ce que, sur cette base, j'ai souhaité faire? D'abord, je dirais 2 ou 3 choses. La première, c'est que depuis le 1er janvier 2023, transparence. Tous nos rapports sont publiés. C'était déjà le cas pour les chambres régionales et territoriales des comptes, ce n'était pas le cas pour la Cour des comptes. Ce qui veut dire que sur notre site, vous trouvez en temps réel tous les rapports que nous produisons. C'est à la fois nos rapports dits thématiques et ce qu'on appelle nos rapports d'observation définitive, produits par les chambres. Ça veut dire qu'il faudra d'ailleurs réfléchir sur la programmation à l'ère du 100% publication, parce qu'on ne peut pas tout à fait programmé de la même façon quand tout est publié que quand ce n'est pas le cas. Il y a peut-être, je ne dirais pas trop de rapports, mais il faut être plus stratégique sans doute dans la façon de voir. Il y a 200 rapports qui sont publiés par an, 1 par jour ouvrable. Ça devient... Et il faut éviter la banalisation ou la désacralisation. C'est un sujet dont nous avons parlé avec les présidents de chambre il y a quelques jours dans un séminaire de rentrée. Enfin, tout est public. Ça, c'est la transparence. Deuxième chose, j'ai lancé un exercice inédit de démocratie participative appliqué aux juridictions financières, à savoir que est mis en place une plateforme de participation en ligne qui donne la parole aux citoyens. Les dernières, on avait eu 333 thèmes qui avaient été proposés en 2 mois. Cette fois-ci, en 1 mois, nous avons eu plus de 333 thèmes, nous prolongeons légèrement, et qui ont donné lieu à des rapports comme le recours au cabinet de conseil privé par l'État et les administrations publiques, les soutiens aux fédérations de chasseurs, la politique en faveur de l'égalité hommes-femmes. Et donc, l'idée, c'est que maintenant, les citoyens sont en co-construction d'un programme pour une partie modeste, et nous en conservons tout de même la maîtrise, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans nos compétences, il faut qu'on ait les moyens pour le faire, il faut que le sujet soit signifiant. Donc, c'est une démocratie
participative tamisée, mais après tout, je vous fais une confiance, moi, j'ai jamais été pour le sans filtre. D'ailleurs, le sans filtre finit toujours par décevoir. Je crois qu'il fallait quand même garder la maîtrise, mais en tenant compte des propositions les plus formulées. Enfin, troisième chose, nous avons créé une plateforme de signalement qui permet à tout citoyen depuis septembre 2022 de nous faire connaître ces doutes relatifs à la probité de gestionnaire public qui s'articule avec la nouvelle RPP, réforme responsabilité de gestionnaire public issue de l'ordonnance du 23 mars 2022, qui connaît un succès important puisqu'il y a eu plus de 1200 signalements en un an d'existence. Et là encore, ça nous pose un défi, c'est-à-dire comment on va les traiter. C'est essentiellement le procureur général qui reçoit ces signalements, en quelque sorte de citoyens lanceurs d'alerte. Et on a commencé par les trier. Il y en a qui sont entre un tiers et la moitié qui sont déconnants pour parler directement. C'est de la délation améliorée ou des affaires privées qui ne nous concernent pas, mais il y en a sans doute une bonne moitié qui méritent traitement. Alors, il faudra le faire en lien avec les autres ordres de juridiction ou par nous-mêmes, et nous sommes en train de lancer tout cela. Enfin, il y a un travail constant qui est un travail de communication pour faire en sorte que nos travaux soient les plus ouverts, les plus accessibles possibles, avec des recours accrus et des techniques de communication modernes. Tout ça fait que je crois qu'aujourd'hui, tout de même, on peut le dire, l'objectif de faire de la Cour une maison des citoyens n'est pas rempli, mais work in progress. Bonsoir. Vous avez aujourd'hui beaucoup parlé de la dette, mais aussi du cadre de gouvernance budgétaire et économique européen. Donc ma question, elle est la suivante. Que pensez-vous des propositions de réforme du pacte de stabilité et de croissance, surtout qu'elle prévoit une prise en compte différenciée de l'endettement des États membres, mais aussi une priorité accordée aux dépenses publiques, avec un non-abandon finalement des valeurs de référence? Comme j'ai passé 7 ans à l'Ecofin et l'Eurogroupe, si vous me donnez une petite heure pour vous expliquer tout ça, mais je crois que j'ai déjà atteint mon temps. Donc je vais être bref. 1. Les règles telles qu'elles sont, qui sont aujourd'hui débranchées, ne sont pas bonnes. Elles n'étaient pas bonnes avant la crise Covid, elles sont pires après. Pourquoi ne sont-elles pas bonnes? Parce qu'elles sont ce qu'on appelle procycliques. C'est-à-dire qu'elles aggravent les tendances économiques. Elles sont expansives quand il faudrait réduire la dépense et au contraire, elles forcent au déficit et à l'austérité, à la réduction du déficit austéritaire quand on doit faire des efforts pour la croissance. Et ça, on l'a vérifié au cours de la crise financière. L'expérience, c'est quand même ça ne marche pas comme ça devrait. Ça va pas dans le bon sens. En plus, c'est à peu près illisible. C'est pas très cohérent. Conceptuellement, c'est contestable. Et donc, il fallait les réformer. À tel point que, mais c'est pas ce qu'aurait dit Mario Monti, qui était quand même beaucoup plus orthodoxe que moi, mais il n'était pas commissaire à ces questions, mais enfin, quand même. À tel point que, quand je suis devenu commissaire avec Jean-Claude Juncker en 2014, nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle la flexibilité, c'est-à-dire d'apprécier un peu en tendance l'application des règles, ce qui nous a permis d'éviter de sanctionner ce qui eût été stupide pendant la période l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Certains même voulaient sanctionner la France. Mais ça ne suffit plus. Parce qu'aujourd'hui, ces règles elles ne veulent plus rien dire, compte tenu des grandeurs qu'ont pris les déficits et la dette pendant la crise Covid. Bon, c'est vrai qu'il faudrait quand même beaucoup de temps pour que nous soyons en dessous de 60%, mais la moyenne de la zone euro est à 95 tout de même. On n'est plus dans le respect à la lettre de ces tendances. Donc il faut les modifier. Il faut les réformer. Et si je vais résumer mon propos, réformons les règles avant de les remettre en place. Je souhaite ardemment que dans les semaines qui viennent, il y a un accord à l'Eurogroupe et l'Ecofin sur des règles réformées. Si on rebranche le 1er janvier 2024 les règles telles qu'elles sont, ça va faire mal. Il va y avoir quand même pas mal de décharges d'électricité, je crois. Alors comment les réformer? Pour moi, le projet de la Commission est plutôt bien, parce que c'est un projet qui justement conserve les grands critères, 60% de dette, 3% de déficit comme des références de moyen terme, mais qui envisage de traiter un peu plus sur mesure les profils de dette des différents pays. On ne peut pas dire 60% pour tout le monde. Ok, l'Allemagne, 60%, c'est pas un gros problème pour elle. La France, avec 110, il faudra forcément plus de temps. Donc l'idée, c'est de donner du temps à certains pays pour réduire leur dette, en contrepartie de programmes de réforme crédibles. La question, c'est de savoir quel est le degré de contrainte. Et ça, on sait que forcément certains, comme par hasard la France et les pays méditerranéens, sont un peu plus réservés sur les contraintes. D'autres, prenons par hasard l'Allemagne et ceux qu'on appelle les frugaux, sont plus durs. Ok, ça c'est une première question.
Et la deuxième question, c'est celle du rythme de réduction de la dette. Bon, je souhaite qu'on parvienne à cet accord. Je pense que la présidence espagnole, avec le concours inattendu des Pays-Bas, qui furent très durs, travaille à un compromis. J'espère qu'il aura lieu. Mais en tout cas, pour résumer, réforme indispensable, réforme qui doit intervenir avant la remise en place des règles. Et troisièmement, la base de la Commission me paraît bonne. Il faut trouver un compromis sur cette base. Bonsoir, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Alors, vous avez partiellement répondu à la prochaine question pendant votre propos introductif, mais j'y ajouterai une question connexe qui vous permettra d'étayer votre propos. Alors, on aimerait savoir quelle appréciation vous faites de la pertinence et de l'utilité des avis du Haut Conseil des finances publiques, notamment sur la dernière loi de programmation des finances publiques. Et également, on aimerait savoir quelle appréciation vous faites de la pertinence et de l'utilité des lois de programmation des finances publiques, dans la mesure où elles ne sont pas contraignantes pour les lois de finances en vertu du principe d'annualité. Alors, j'en ai fait un peu répondre à tout ça, mais je vais y revenir. D'abord, première chose, pourquoi le Haut Conseil est utile? Jusqu'en 2012, une telle institution n'existait pas. Ce qui veut dire qu'il n'y avait personne qui, avant l'examen au Parlement, portait d'avis sur la qualité des prévisions ou sur le réalisme des cibles de déficit. Et il a été décidé à ce moment-là de créer des institutions budgétaires indépendantes, comme on dit, dans à peu près tous les pays d'Europe. Nous avons eu un grand débat à l'époque, avec le président de la Commission des finances, avec le président de la Cour des comptes de l'époque, le président de la République de l'époque, le ministre des Finances de l'époque que j'étais. Et nous avons décidé, ce qui à mon avis est une sage décision, plutôt bonne à l'usage, de placer le Haut Conseil auprès de la Cour des comptes. Pas à la Cour des comptes, mais auprès de la Cour des comptes. C'est une institution indépendante, composée d'une quinzaine de personnes qui vraiment représentent des opinions extrêmement pluralistes et qui décident toujours par consensus. Et s'il a un grand mérite, en effet, ces avis ne sont pas contraignants, c'est d'éclairer le Parlement, en effet, sur la qualité de la prévision, qu'elle soit macroéconomique ou budgétaire. Et ça empêche, en effet, les gouvernements, je ne parle pas de ce gouvernement, de faire n'importe quoi en la matière. Certains gouvernements pouvaient faire des prévisions de croissance absolument fantaisistes. Désormais, disons qu'elles sont parfois élevées, comme maintenant. Pas inatteignables. 0,5 d'écart, c'est beaucoup. Mais si tous les astres s'alignent, pourquoi pas? Bon. Et donc, ça, c'est une qualité. Ensuite, sur la loi de programmation de finances publiques, j'ai essayé d'expliquer pourquoi elle était nécessaire, pour des raisons qui sont à la fois nationales. Je pense en effet que sans loi de programmation de finances publiques, il y a un risque de discontinuité du processus d'élaboration des lois de finances et donc de constitutionnalité. Sans loi de programmation de finances publiques, il n'y a pas de trajectoire pour les gestionnaires publics, et sans loi de programmation de finances publiques, il n'y a pas de fondement aux avis de la Commission européenne sur les finances publiques nationales. J'ajoute que dans ce qu'on appelle le plan de relance et de résilience, la France a pris l'engagement de faire adopter une loi de programmation de finances publiques, et que sans loi de programmation de finances publiques, en effet, le versement de certaines subventions européennes d'une dizaine de milliards d'euros serait juridiquement, pour le coup, tout à fait discutable. Pour toutes ces raisons, il en faut une. La question de savoir si elle est de qualité ou pas est une autre question. Je vous renvoie à notre avis, que je crois en effet parfaitement pertinent, qui considère, en gros, que la trajectoire proposée est assez peu ambitieuse par rapport à nos engagements, peu ambitieuse par rapport à nos partenaires européens, et d'une crédibilité à affirmer en documentant les engagements pris dans les années qui viennent. Voilà une présentation assez diplomatique de ce que nous disons. Enfin, nous le disons comme ça, d'ailleurs. Donc de manière diplomatique, parce que nous sommes toujours très polis, très courtois dans nos avis, ce qui les rend d'autant plus crédibles. Je crois qu'il y avait une dernière question. Où est le micro? Ah, voilà. Donc bonsoir, vous avez aussi répondu partiellement à la question. Dans le cadre de la transition écologique et avec la volonté de conserver la crédibilité de la France au niveau de l'Union européenne, que devrait, selon vous, être la stratégie des finances publiques d'ici 2040 ? 2040, c'est un peu loin. Restons tout de même... Enfin, c'est un peu loin ou un peu court.
si l'objectif c'est d'être en dessous de 60% de dette publique, c'est à 2100 qu'il faut se placer, 2090, non. Je dirais simplement deux choses. Un mot d'ordre et une question de méthode. Le mot d'ordre, c'est se désendetter pour investir. Je ne parle pas de se désendetter par culte de je ne sais quelle rigueur ou par détestation de la dépense publique. Je n'ai, et la Cour des comptes n'a, ni l'un ni l'autre. Encore une fois, il y a une préférence collective pour la dépense, c'est un fait français. Par ailleurs, nous sommes une nation qui repose beaucoup sur son service public, qui s'est construite autour de l'État. Ça existe. Il ne s'agit pas de remettre ça en cause par je ne sais quel ultralibéralisme ou néolibéralisme pour utiliser ces vocables que certains utilisent. Non, il ne s'agit pas de ça. En revanche, on ne peut rien faire en matière d'action publique quand on a ce niveau d'endettement. On est paralysé assez vite quand on a 57 ou 84 milliards d'euros de charge de la dette annuelle. Donc, il faut se désendetter pour pouvoir faire les investissements de demain dans la transition écologique, dans l'innovation, dans la recherche, dans les besoins sociaux, dans le numérique. Si nous ne le faisons pas, à un moment donné, nous serons rattrapés par la patrouille des marchés, nous serons rattrapés par la patrouille financière. Et ce n'est pas la Cour des comptes ou le Haut Conseil. Nous serons simplement, à un moment donné, contraints de voir le coût de notre dette augmenter plus vite. D'ailleurs, observez qu'en ce moment, les spreads avec l'Allemagne, malgré ce qu'on dit de la situation allemande, ont une petite tendance à augmenter. Et puis à ce moment-là, c'est là où arrive l'austérité. Le jour où vous avez un accident, il n'y a pas de choix. Il faut réduire la dépense massivement ou augmenter les impôts massivement. C'est la situation britannique d'aujourd'hui qui est inextricable pour un gouvernement. Inextricable. Insupportable. Et donc, voilà pourquoi il faut se désinvestir, se désendetter pour investir. Et puis la question de méthode, c'est que si on en reste à une technique proprement budgétaire, qu'est-ce que c'est la technique proprement budgétaire? C'est cette discussion bilatérale annuelle entre le ministère des Finances, la direction du budget et les ministères dépensiers, où de temps en temps on met un petit coup là, ou on met un grand coup de rabot partout. On n'arrange pas la qualité de la dépense publique. On la réduit ponctuellement et on ne change pas la qualité du service public et de la dépense publique. Si on fait comme ça, d'abord on rencontrera très vite des limites. Honnêtement, je n'imagine pas un gouvernement, celui-ci ou un autre, qui sur la durée d'un quinquennat puisse pendant 5 ans procéder comme ça avec 12 milliards d'euros d'économies pérennes par an. Assez vite, soit il dépense plus, soit il fait n'importe quoi. Donc il faut vraiment changer de braquet et de méthode, d'où l'utilité de ce qu'on appelle les revues de dépenses publiques, qui doivent être faites dans la durée, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit fait une année puis abandonné ensuite, il faut que ce soit fait chaque année, qui doivent être faites de manière élargie, toutes les dépenses doivent être concernées, fonctionnement comme investissement, toutes, sans exception. L'État, les collectivités locales, la sécurité sociale. Ça doit se faire dans un cadre démocratique, c'est-à-dire dans un débat citoyen, associant des universitaires, et pas uniquement par un dialogue bilatéral entre certaines inspections, surtout celle des finances, à vrai dire, et la direction du budget. La revue de dépenses n'est pas, paradoxalement, un exercice budgétaire. C'est un exercice, comme son nom l'indique, de revue de la dépense publique. On soulève le capot, on regarde ce qui marche. Ce qui marche, il faut le garder, voire l'augmenter pour les parties où il faut investir massivement. Ce qui ne marche pas, il faut le réduire ou le supprimer. Et c'est un exercice totalement nouveau pour la France. En fait, nous l'avons tenté, mais je crois jamais vraiment fait. Nous sommes en train de l'esquisser, mais il y a encore du boulot. Voilà ma préconisation, se désendetter pour investir et procéder à une stratégie de revue de dépenses vraiment efficiente, puissante, durable et démocratique. Je pense que nous vivons à une époque où les enjeux démocratiques, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, sont essentiels. Et ils valent aussi pour les questions de finances publiques dont je vous parle. Si je n'avais qu'un message peut-être à vous passer, ça paraît technique. C'est sans aucun doute technique. Sans technique, on ne les traite pas. Mais c'est un sujet vraiment politique et démocratique. Car à travers les finances publiques, ce qu'on voit, c'est les politiques publiques. Et à travers les politiques publiques, c'est la façon de régler les problèmes de la société aujourd'hui et demain.